Le 20 mai 1942, les stations d'écoute alliées disséminées à travers la vaste étendue de l'océan Pacifique captèrent quelque chose d'extraordinaire. Il s'agissait d'un long message radio transmis en code par l'amiral Isoroku Yamamoto à sa flotte. Les déchiffreurs se mirent immédiatement au travail, et ce qu'ils découvrirent allait changer le cours de la guerre. La marine japonaise s'apprêtait à lancer une puissante attaque contre l'atoll de Midway, dans le Pacifique central. Une minuscule tache de corail et de sable, à peine large de 3 km, située à environ 2100 km au nord-ouest d'Hawaï. Il y aurait également une attaque de diversion secondaire contre les îles Aléoutiennes, plus au nord. Dutch Harbor, dans les Aléoutiennes, serait frappé le 3 juin et Midway le lendemain. Midway était, à tous égards, un territoire insignifiant. 2 petites îles, Sand Island et Eastern Island, enfermées dans un récif corallien, entouré de milliers de kilomètres d'océan vide dans toutes les directions. Il n'y avait ni ville, ni port, ni ressources stratégiques, mais sa position faisait tout. Midway se dressait comme une sentinelle dans le Pacifique central, à peu près à égale distance de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Celui qui contrôlait Midway contrôlait les accès à Hawaï, et celui qui contrôlait Hawaï détenait la clé de tout le Pacifique. Yamamoto l'avait compris. Nimitz l'avait compris encore mieux. L'ampleur de ce que Yamamoto préparait était stupéfiante. Il engagea presque toute la flotte japonaise dans son opération. 160 navires de guerre, dont 8 porte-avions avec plus de 400 avions embarqués. C'était la plus grande force navale que le Japon ait jamais rassemblée pour une seule opération. Le plan de Yamamoto était ambitieux, complexe et minutieusement détaillé. Il avait l'intention d'attirer les restes de la flotte américaine du Pacifique dans un piège, de la détruire une fois pour toutes et de s'emparer de Midway comme base avancée à partir de laquelle le Japon pourrait dominer le Pacifique central. Mais Yamamoto avait fait une hypothèse critique qui s'avérerait fatale pour l'ensemble de son plan. Il supposait que les Américains ne savaient pas qu'il arrivait. Il se trompait. 6 mois plus tôt, les Japonais avaient stupéfié le monde avec leur attaque surprise dévastatrice sur Pearl Harbor. En une seule matinée, ils avaient paralysé la flotte de cuirassés américaine, tué plus de 2000 militaires et annoncé l'arrivée du Japon comme grande puissance militaire, avec un coup qui ébranla les fondations du Pacifique. Au cours des semaines et des mois qui suivirent, les forces japonaises déferlèrent à travers l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique avec une rapidité et une férocité qui semblaient irrésistibles. La Malaisie, Singapour, les Indes néerlandaises, les Philippines, la Birmanie, tous tombèrent. Le drapeau du soleil levant flottait sur un empire qui s'étendait des frontières de l'Inde aux îles du Pacifique central. Pour les États-Unis, la situation était grave. La flotte de cuirassés, fierté, de la marine, gisait en ruine au fond de Pearl Harbor. Le pays était encore sous le choc de l'attaque, encore en train de mobiliser ses vastes ressources industrielles, encore en train d'entraîner les millions d'hommes qui finiraient par renverser la situation. Au printemps 1942, l'Amérique était sur la défensive, et tout le monde le savait, mais l'Amérique avait encore ses porte-avions. Porte-avions par un coup de chance, qui tenait du miracle. Aucun des porte-avions de la flotte du Pacifique ne se trouvait à Pearl Harbor, matin du 7 décembre. Ils étaient en mer, en manœuvre, hors de portée des bombes et des torpilles japonaises. Et c'est autour de ces porte-avions que l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, bâtirait sa défense, sachant que les chances étaient fortement contre lui. Nimitz misa tout sur sa confiance dans le porte-avions et sa capacité à frapper à longue portée. S'il ne pouvait pas égaler les Japonais en nombre et il ne le pouvait pas, loin de là alors. Il lui faudrait les surpasser par la réflexion. À la place, Nimitz divisa ses forces disponibles en 2 groupes de combat. La Task Force 6, sous le commandement de l'amiral Raymond Spruance, comprenait les porte-avions USS Hornet et USS Enterprise. La Task Force 17, sous le commandement de l'amiral Frank Jack Fletcher, comprenait le porte-avions USS Yorktown, 3 porte-avions contre les 8 de Yamamoto. L'arithmétique était terrifiante, mais Nimitz avait quelque chose que Yamamoto n'avait pas. Il savait exactement quand et où l'attaque allait survenir. Les renseignements qui rendaient cela possible provenaient d'une unité de décrypteurs basée à Pearl Harbor, dirigée par le commandant Joseph Rochefort. Ces hommes avaient travaillé jour et nuit, dormant, sur des lits de camp dans leurs bureaux en sous-sol, survivant grâce au café et à la détermination,
s'efforçant de percer le code naval japonais connu sous le nom de JN-22-5. Leur travail était minutieux et sans éclat, à 1000 lieues des batailles spectaculaires qui allaient bientôt suivre. Mais c'était leur contribution invisible et silencieuse qui rendait tout le reste possible. Sans eux, Nimitz aurait tâtonné dans le noir, réagissant aux mouvements japonais au lieu de les anticiper. Grâce à eux, ils pouvaient tendre une embuscade, mais savoir où l'ennemi frapperait ne résolvait que la moitié du problème. Nimitz devait aussi mettre ses porte-avions en position sans être détecté, affecté. Si Yamamoto apprenait que les Américains connaissaient ses plans, il les changerait. L'effet de surprise, qui était censé appartenir au Japon, devait être complètement inversé et retourné en secret. Chaque signal, chaque mouvement, chaque ordre devait être dissimulé au service de renseignement japonais. C'était une partie d'échecs jouée sur des millions de kilomètres carrés d'océan ouvert et un seul faux mouvement aurait trahi le jeu. Avertis par le renseignement, les porte-avions américains étaient en position bien avant que les sous-marins japonais n'aient établi un cordon à l'ouest d'Hawaï pour surveiller la flotte des États-Unis. Le piège que Yamamoto avait prévu de refermer sur les Américains était sur le point de se refermer sur lui. Au lieu de cela, la garnison de Midway avait été renforcée. Des avions supplémentaires avaient été acheminés, et durant la nuit précédente. B-17, les Flying Fortress avaient atterri à Midway vers 7H00, elles étaient sur la piste, en train d'être ravitaillées. Une fois l'ennemi repéré, elles seraient en place et prêtes à lancer une attaque aérienne contre la flotte japonaise dans la lumière grise précédant l'aube du 3 juin. L'enseigne de vaisseau Jack Reed pilotait un hydravion Catalina en patrouille à l'aube depuis Midway, scrutant l'océan. En dessous, à la recherche du moindre signe de la flotte ennemie. Le Catalina était un appareil lourd et peu élégant, lent et vulnérable. Mais il avait une autonomie extraordinaire. Et ce matin-là, c'était exactement ce dont on avait besoin. Les ordres de Reed étaient simples. Trouver les Japonais à 9H00. Il les trouva en dessous d'eux. Lui, déployé à travers le bar. Pacifique bleu étincelant, là où se trouvaient les navires de transport et les croiseurs d'escorte de la force d'invasion japonaise, les navires qui transportaient les troupes qui prendraient d'assaut les plages de Midway, une fois que les défenses de l'île auraient été affaiblies par une attaque aérienne. Reed transmit immédiatement par radio vers Midway et l'ordre fut donné de lancer une attaque avec les B-17 Flying Fortress, tandis que les bombardiers lourds roulaient lourdement sur la piste. À Midway et s'élevaient dans le ciel, des nouvelles parvinrent à l'amiral Fletcher à bord du Yorktown. L'attaque de diversion japonaise avait déjà commencé aux premières heures de la matinée, exactement comme les signaux interceptés l'avaient prédit. Les Japonais avaient frappé les îles aléoutiennes. Des bombardiers torpilleurs et des chasseurs Zéro du porte-avions Ryujo avaient attaqué la base américaine de Dutch Harbor sur l'île d'Unalaska. Ils infligèrent des dégâts aux dépôts de carburant, aux casernes, à un hôpital et à une église. C'était une manœuvre calculée destinée à attirer les forces américaines vers le nord, loin de Midway, et à diviser la défense. Mais Nimitz ne fut pas trompé. Il avait lu les messages de l'ennemi. Il savait que l'attaque des Aléoutiennes était une feinte, une diversion destinée à le détourner de l'objectif principal. Il refusa de détourner d'importantes forces vers le nord, loin de l'endroit où se déroulerait la véritable bataille. Chaque porte-avions, chaque avion, chaque pilote dont il disposait serait concentré à Midway. Il n'y aurait pas de dispersion, pas de division des forces, pas de jeu, dans la main de Yamamoto. Pendant ce temps, la force de frappe des porte-avions japonais, sous le commandement de l'amiral Chuichi Nagumo, le même homme qui avait dirigé l'attaque contre Pearl Harbor 6 mois plus tôt, zigzaguait dans un brouillard épais, totalement inconsciente du fait que la flotte de Fletcher était en embuscade. Les porte-avions de Nagumo étaient la crème de la marine japonaise, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu. Ils embarquaient les aviateurs navals les plus expérimentés au monde, des hommes qui avaient bombardé Pearl Harbor, coulé le cuirassé britannique Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse, et qui avaient balayé toute opposition à travers le Pacifique et l'océan Indien. Ils étaient confiants, aguerris et d'une compétence exceptionnelle. Nagumo lui-même était d'un naturel prudent, spécialiste des torpilles propulsées presque par hasard dans le monde de la guerre aéronavale. Il avait dirigé l'attaque de Pearl Harbor avec compétence plutôt qu'avec éclat, et, au sein de la marine japonaise, certains doutaient qu'il ait l'instinct nécessaire pour la bataille de porte-avions rapide et à haut risque qui s'annonçait. Ces doutes allaient être mis à l'épreuve de la manière la plus brutale qui soit. À bord des porte-avions, les pilotes et les équipages passaient par leur rituel d'avant l'aube. Dernier contrôle du matériel, dernière cigarette, prière silencieuse. C'était l'élite de l'aviation navale japonaise. Beaucoup d'entre eux volaient depuis la guerre en Chine. Ils connaissaient leurs appareils,
leur tactique, et ils se connaissaient entre eux. Ils étaient les meilleurs dans leur domaine, mais ce matin-là, pour la première fois, ils allaient affronter un ennemi qui savait qu'ils arrivaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le 4 juin 1942, le jour qui déciderait du sort de la guerre du Pacifique. Aux premières heures du matin, les porte-avions de Nagumo émergèrent du banc de brouillard dans des conditions calmes et dégagées. À 4h30, il lança sa première attaque contre Midway. 108 appareils, des bombardiers torpilleurs, des bombardiers en piqué et des chasseurs zéro décollèrent des ponts des porte-avions et se regroupèrent dans le ciel de l'aube, avant de virer vers le sud-est, en direction de l'atoll. Leur mission était de détruire les défenses de Midway, mettre hors service la piste et éliminer tout appareil au sol. Ils furent immédiatement repérés sur le radar de Midway. Le signal apparut sur l'écran puis se multiplia et l'alerte fut donnée. À travers l'île, les opérateurs radars pouvaient voir l'ampleur de la formation entrante et elle était énorme. Plus de 100 appareils volant en formation serrée, se rapprochant rapidement. Chaque chasseur capable de voler fut envoyé en l'air. La garnison de l'île se prépara à l'impact sur la piste. Les équipes au sol se précipitèrent pour dégager les appareils restants, les poussant vers les bords de la piste, essayant de les faire décoller ou au moins de les mettre hors de la ligne de tir. Chaque seconde comptait. En quelques minutes, les premières bombes tomberaient. Les chasseurs zéro apparurent, derrière les nuages, et les défenses de l'île entrèrent immédiatement en action. Les chasseurs de Midway, un mélange d'appareils plus anciens, surclassés par les agiles zéro, décolla pour engager l'ennemi. Le combat fut acharné, mais désespérément à sens unique. Les pilotes américains se battirent avec un courage extraordinaire. Mais les zéros étaient plus rapides, plus manœuvrables et pilotés par des vétérans qui perfectionnaient leurs compétences depuis la guerre en Chine. Les bombardiers japonais survolèrent Midway et larguèrent leurs charges. Des dégâts considérables furent infligés à la piste, aux bâtiments et à la garnison. Les hangars brûlèrent. Les dépôts de carburant explosèrent. Des bâtiments furent réduits en ruines. Mais lorsque la fumée se dissipa et que la formation japonaise prit le chemin du retour, un fait crucial apparut. La piste restait intacte. Midway était endommagée, mais elle n'était pas détruite, et ce seul fait allait hanter Nagumo pour le reste de la journée. L'amiral Nagumo était désormais dans une impasse. Sa première attaque n'avait pas neutralisé la piste comme prévu. Elle était toujours opérationnelle. Une seconde attaque aérienne était nécessaire pour achever le travail, mais une seconde attaque impliquait de réarmer ses appareils, ce qui prendrait du temps, un temps pendant lequel ces porte-avions seraient vulnérables avant qu'ils n'aient pris une décision. Cependant, les Américains prirent la décision à sa place. Les bombardiers de Midway étaient arrivés au-dessus de lui et attaquaient ses navires, des B-17, des bombardiers torpilleurs, des bombardiers en piqué. Tout ce que Midway pouvait envoyer dans les airs fut lancé contre la flotte japonaise. Les attaques étaient courageuses, presque téméraires, mais elles causèrent peu de dégâts matériels. Les bombes manquèrent leur cible, les torpilles furent évitées. Les navires japonais se faufilaient et viraient à travers les explosions. Leurs capitaines exécutaient de violentes manœuvres d'évitement qui projetaient des murs d'eau blanche par-dessus leurs étraves, en ressortant indemnes encore et encore. Mais bien que ces attaques n'infligent pas de dommages significatifs aux navires, elles accomplirent quelque chose de bien plus important. Elles changèrent le cours de la bataille. Le harcèlement constant des avions de Midway maintint Nagumo en déséquilibre, le força à manœuvrer sur la défensive et consuma de précieuses minutes et heures. Chaque minute passée à esquiver les bombes était une minute non consacrée à lancer sa propre attaque. Et ce jour-là, le temps était la ressource la plus précieuse de toutes. Il filait entre les doigts de Nagumo comme du sable. Le commandant japonais prit sa décision. Il ordonna que sa deuxième vague de bombardiers torpilleurs soit réarmée avec des bombes pour une autre attaque sur Midway. Ce fut un choix lourd de conséquences. Cela signifiait retirer les torpilles des appareils, qui avaient été préparés pour frapper des navires ennemis et les remplacer par des bombes conçues pour des cibles au sol. Le processus prendrait du temps. Les appareils devaient être descendus au hangar, les torpilles retirées, les bombes installées, puis les avions remontés sur les ponts d'envol. C'était un processus complexe et laborieux, et pendant qu'il était en cours, les porte-avions seraient à leur plus grande vulnérabilité, avec des avions armés et ravitaillés. Entassés dans les hangars en dessous, dans les hangars de l'Akagi, du Kaga, du Soryu et du Hiryu, les équipes d'armement travaillaient à un rythme effréné. Les torpilles étaient détachées des fuselages des avions et emportées sur des chariots. Des bombes étaient tirées des soutes et installées à leur place. Les conduites de carburant aviation étaient raccordées. Personne à bord de ces porte-avions ne pouvait savoir que cette décision, cette procédure opérationnelle en apparence routinière, signait l'arrêt de mort de 3 des plus grands navires de guerre du Japon. Puis vint le moment qui entrait l'histoire navale japonaise. Pendant des générations à 07H28,
à peine 15 minutes après que le commandant eut ordonné de faire descendre ses avions pour les réarmer. L'un des avions de reconnaissance de Nagumo envoya un rapport électrisant. Il avait repéré 10 navires de guerre des États-Unis à environ 335 km au nord-est des porte-avions japonais, des navires de guerre américains, à un endroit où aucun navire américain n'était censé se trouver. Les implications étaient stupéfiantes. Si ces navires comprenaient des porte-avions, alors toute la flotte de Nagumo était en danger de mort. Et ici, le destin livra l'une de ces cruelles ironies qui jalonnent l'histoire de la guerre. L'avion de reconnaissance qui repéra les Américains avait décollé avec 30 minutes de retard ce matin-là. S'il était parti à l'heure, il aurait trouvé la flotte américaine 30 minutes plus tôt, avant que Nagumo n'ait ordonné le réarmement de ses bombardiers torpilleurs. Si tel avait été le cas, Nagumo aurait presque certainement lancé immédiatement ses appareils contre la flotte des États-Unis, armée des torpilles, conçus pour couler les navires. Le cours de la bataille est de toute. La guerre dans le Pacifique aurait pu être très différent, mais l'avion était en retard. Les torpilles avaient déjà été retirées et Nagumo se retrouva face à un dilemme angoissant. Devait-il se tourner vers les navires américains ou devait-il poursuivre l'attaque? À Midway, ses avions étaient en plein réarmement. Les remettre aux torpilles prendrait encore plus de temps. Les ponts étaient un chaos d'armement, de conduite de carburant et d'appareils à divers stades de préparation. Rien n'était à sa place. Tout était déplacé et, à l'insu de Nagumo, la situation allait empirer. L'amiral Fletcher avait déjà lancé ses appareils. La force de frappe américaine était en l'air, se dirigeant vers les porte-avions japonais. À cet instant précis, le temps s'écoulait et Nagumo ne le savait même pas. Fletcher avait ordonné au Hornet et à l'Enterprise de passer devant pour attaquer, tandis que le Yorktown attendait de récupérer ses avions de repérage. À 07h100, le Hornet et l'Enterprise, encore très éloignés des porte-avions japonais, lancèrent leurs appareils. 152 avions décollèrent et se dirigèrent vers l'ouest. Les pilotes savaient que les Japonais récupéraient leurs appareils après l'attaque sur Midway, et ils savaient que cela signifiait que les porte-avions ennemis seraient au moment le plus vulnérables, mais ils prenaient aussi un risque énorme. En décollant d'une distance aussi dangereusement longue, beaucoup d'entre eux opéreraient à la limite extrême de leur carburant. Certains n'en auraient pas assez pour rentrer. Ce que ces pilotes ignoraient, c'est que Nagumo avait changé de cap pendant qu'ils étaient en l'air. Lorsqu'il avait décidé de réarmer ses avions, il avait modifié la route de sa flotte. En conséquence, les premiers avions américains à arriver au-dessus de la position prévue ne trouvèrent que l'océan vide. Les porte-avions japonais n'étaient pas là où ils étaient censés être. Les pilotes cherchèrent, frénétiquement, scrutant l'horizon à la recherche du moindre signe de leur proie, sachant que chaque minute passée à chercher était une minute de carburant qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. À 09h28, les premiers avions torpilleurs américains du Hornet apparurent au-dessus de la flotte japonaise. Ils avaient trouvé leur cible, mais ce qu'ils trouvèrent, c'était une flotte prête à les accueillir. Les bombardiers torpilleurs arrivèrent bas et lentement, frôlant les vagues à peine 100 pieds, s'alignant pour leur passe d'attaque contre les gigantesques porte-avions qui se dressaient devant eux. Ils étaient les avions les plus vulnérables de l'arsenal américain. Lents, lourds et pratiquement sans défense une fois engagés dans leur passe d'attaque. À 9h45, une autre vague de bombardiers torpilleurs arriva de l'Enterprise. Eux aussi furent accueillis par une tempête de Zeros et de tirs anti-aériens. Et à 10h15, une troisième vague arriva du Yorktown. Vague après vague, les bombardiers torpilleurs américains se ruèrent sur la flotte japonaise et vague après vague, ils furent mis en pièces. Les pertes américaines furent catastrophiques. Les Zeros et la DCA des navires faisaient des ravages. Seuls 4 des bombardiers torpilleurs de la première vague de l'Enterprise réussirent à regagner le porte-avions. Les équipages du Hornet et du Yorktown subirent le même sort. Beaucoup de bombardiers torpilleurs furent abattus avant même de pouvoir larguer leurs armes. Ceux qui y parvinrent virent leurs torpilles, manquer leur cible ou dysfonctionner. Pas une seule torpille ne toucha un navire japonais. Les pilotes qui réussirent à revenir durent en outre affronter l'épreuve d'appontage avec un appareil endommagé par le combat sur le pont d'un porte-avions en mouvement. Le sacrifice des équipages de bombardiers torpilleurs sembla, en ce terrible moment, avoir été vain. Ils avaient attaqué avec un courage extraordinaire et n'avaient rien obtenu. Leurs escadrons avaient été pratiquement anéantis. Leurs amis et camarades étaient morts, flottant dans les eaux chaudes du Pacifique ou sombrant avec leurs appareils au fond de l'océan. L'escadron de torpilleurs 8 du Hornet avait été presque entièrement anéanti. Sur les 15 avions qui avaient attaqué, 14 furent abattus. Sur les 30 hommes qui les avaient pilotés,
29 furent tués. Un seul survécut, l'enseigne George Gay, qui dérivait dans l'océan, au milieu des débris, caché sous un coussin de siège pour éviter d'être mitraillé, observant le reste de la bataille depuis le siège, au premier rang, le plus terrifiant de l'histoire. Le courage de ces hommes défie toute description. Ils savaient dans quoi ils s'engageaient. Ils voyaient les héros tourbillonner au-dessus de la flotte. Ils voyaient la DCA s'élever vers eux comme un mur d'acier et de feu. Ils savaient que leurs avions lents et vulnérables étaient des pièges mortels face à une telle opposition. Et pourtant, ils poursuivirent leurs attaques, maintenant leur trajectoire, poursuivant leur passe de lancement de torpilles, refusant de faire demi-tour, même lorsque leurs alliés étaient soufflés hors du ciel à leur côté. Ce fut une démonstration de bravoure brute et désintéressée qui compte parmi les plus extraordinaires de l'histoire de la guerre. Mais les bombardiers torpilleurs avaient accompli quelque chose de crucial, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En attaquant à hauteur des vagues, ils avaient attiré chaque chasseur japonais Zéro jusqu'au niveau de la mer. Les Zéro avaient poursuivi les bombardiers torpilleurs jusqu'en bas, les massacrant au passage. Et maintenant ils étaient dispersés au-dessus de l'océan à basse altitude, loin des porte-avions, leurs munitions épuisées et leur carburant au plus bas. Il leur faudrait du temps pour remonter en altitude et se reformer, et le temps était précisément ce qui manquait désormais aux Japonais. Le lieutenant-commandant Wade McCluskey scruta le bleu étincelant du Pacifique au nord-est de l'île de Midway, et ne vit rien. Il dirigeait 33 bombardiers en piqué de l'Enterprise, et il était perdu, là où il s'attendait à trouver la flotte ennemie. Il n'y avait que l'océan vide s'étendant jusqu'à chaque horizon. Ses avions manquaient de carburant. Les calculs étaient implacables. S'il ne trouvait pas rapidement les Japonais, lui et ses hommes devraient faire demi-tour ou amérir. McCluskey devait prendre une décision. Le choix sûr était de faire demi-tour, de préserver ses appareils et ses pilotes, et d'espérer une autre occasion. Mais McCluskey eut une intuition. Quelque chose lui disait de continuer à chercher, de pousser un peu plus à l'ouest. C'était un instinct né de l'expérience et du désespoir. Et il le suivit. Le pari paya. L'amiral Nimitz décrirait plus tard la décision de McCluskey comme la plus importante de toute la bataille. Quelques minutes plus tard, McCluskey aperçut quelque chose en dessous, le sillage blanc en V d'un navire fendant l'eau bleue. C'était un destroyer ennemi filant vers le nord-est à toute vitesse. McCluskey fit le lien intuitif. Le destroyer faisait route de retour vers la flotte principale. Il le suivit, un peu. Après 10 à 100 heures, McCluskey trouva les porte-avions japonais. Ils étaient dispersés sous lui comme des jouets dans une baignoire. 4 grands navires, leur sillage traçant des lignes blanches, à travers le bleu profond du Pacifique, entourés des formes plus petites de leurs escorteurs. À 20 000 pieds, McCluskey pouvait voir les avions sur les ponts d'envol, les minuscules silhouettes d'hommes en mouvement, la formation ordonnée d'une flotte qui ne savait pas qu'elle était sur le point de mourir. C'était un spectacle qu'aucun pilote américain n'avait osé espérer, et McCluskey sut en cet instant que le sort de la guerre du Pacifique était entre ses mains. Il n'hésita pas. Il scinda sa formation en assignant des cibles et mena ses bombardiers en piqué à l'attaque. Ce que McCluskey vit depuis 20 000 pieds était un spectacle qu'aucun pilote américain n'avait osé espérer. Les ponts des porte-avions japonais étaient encombrés. De près de 100 avions, des avions étaient ravitaillés et armés. Des conduites de carburant d'aviation serpentaient à travers. Les ponts d'envol, le ciel, au-dessus des porte-avions japonais, était vide. Il n'y avait aucune couverture de chasse, aucune défense, rien entre les bombardiers en piqué de McCluskey et les cibles les plus importantes du Pacifique. Les premières vagues de bombardiers torpilleurs qui avaient attaqué auparavant avaient subi des pertes désastreuses. La plupart d'entre eux avaient été abattus par les Zéros. Mais leur sacrifice, leur bravoure apparemment vaine et suicidaire, avaient créé ce moment. Ils avaient attiré les Zéros vers le bas, ils avaient dégagé le ciel, et maintenant les bombardiers en piqué de McCluskey arrivaient sans être repérés, rejoints par 17 autres bombardiers en piqué du Yorktown. McCluskey ne pouvait pas arriver à un meilleur moment, car les porte-avions japonais se mettaient face au vent pour lancer leurs propres appareils, l'attaque qui aurait frappé les porte-avions américains et potentiellement gagné la bataille. 50 bombardiers en piqué américains fondaient du ciel. Ce qui se produisit ensuite dura environ 5 minutes. 5 minutes qui changèrent la guerre. 5 minutes qui changèrent le monde. Les bombardiers en piqué plongèrent à des angles si raides que les pilotes ne voyaient rien d'autre que les ponts des porte-avions se précipitant à leur rencontre. Ils larguèrent leurs bombes au dernier moment possible et redressèrent leurs appareils gémissant sous la force des jets. Les bombes tombèrent avec une précision terrible. Les premiers impacts transformèrent les porte-avions Akagi, Kaga et Soryu en torches explosives. Les bombes percèrent les ponts d'envol et explosèrent parmi les avions armés et ravitaillés entassés en dessous.
le carburant d'aviation s'enflamma, les bombes et torpilles stockées commencèrent à exploser en réaction en chaîne dévastatrice. En quelques minutes, 3 des meilleurs porte-avions du Japon brûlaient de la proue à la poupe. Leurs ponts d'envol se déformaient et se déchiraient, leur hangar se transformait en enfer. Des colonnes de fumée noire s'élevaient à des milliers de pieds dans le ciel, visibles à des dizaines de kilomètres. En quelques minutes, la majeure partie de la première flotte aérienne japonaise avait été anéantie. La fierté de la marine impériale japonaise, la force de frappe qui avait conquis la moitié du Pacifique, brûlait à bord des porte-avions frappés. Les scènes étaient apocalyptiques. Des explosions déchiraient les hangars, projetant des nappes de flammes rugissantes à travers les puits d'ascenseurs. Les conduites de carburant éclataient, ajoutant des rivières d'essence d'aviation en feu à l'enfer. Les munitions explosaient en rafales saccadées. Les porte-avions étaient devenus des bûchers flottants. Les marins et pilotes japonais qui survécurent à ces premières terribles minutes firent ce qu'ils purent. Ils combattirent les incendies avec des tuyaux qui s'asséchaient. Ils traînèrent leurs camarades blessés loin des flammes qui avançaient. Ils se jetèrent à la mer pour échapper à la chaleur. Certains furent secourus par les destroyers d'escorte. Beaucoup ne le furent pas. L'océan autour des porte-avions en feu était un paysage infernal, de débris, de nappes de pétrole et d'hommes en lutte. Le 4e porte-avions, le Hiryu, était plus éloigné des autres et échappa à l'assaut initial. Mais il était désormais seul, unique survivant de ce qui, quelques minutes plus tôt, avait été la force de porte-avions la plus puissante à flot. Le Hiryu avait été épargné et son commandant était déterminé à riposter. À 12h00, il lança ses appareils contre le Yorktown dans une contre-attaque désespérée. Ce fut un acte de courage et de défi extraordinaire. Un seul porte-avions se jetant contre la puissance de la flotte américaine, cherchant à venger la destruction de ses sister ships. Les pilotes japonais qui décollèrent du Hiryu cet après-midi-là savaient ce qui était arrivé aux 3 autres porte-avions. Ils avaient vu la fumée à l'horizon. Ils savaient qu'ils constituaient la dernière force de frappe dont disposait le Japon dans la bataille. Et ils savaient que s'ils échouaient, la bataille était perdue. Ils volèrent avec le désespoir d'hommes qui comprenaient l'enjeu et ils trouvèrent leur cible. Les pilotes japonais du Hiryu repérèrent le Yorktown et attaquèrent avec l'habileté et la férocité qui faisaient leur renommée. Malgré les manœuvres désespérées du capitaine du Yorktown, le porte-avions encaissa plusieurs coups directs. Des bombes traversèrent son pont d'envol et explosèrent profondément à l'intérieur du navire. Des incendies éclatèrent sous les ponts. Les équipes de contrôle des avaries luttèrent de toutes leurs forces, combattant les flammes et les voies d'eau, essayant de maintenir leur navire en vie. Le Yorktown se battit durement pour survivre face aux bombardiers japonais, mais les coups étaient incessants. Une seconde vague d'appareils japonais arriva et lança des torpilles dans sa coque. Le grand navire gita fortement, embarquant de l'eau par les larges brèches ouvertes sur son flanc. Les machines s'arrêtèrent, les lumières s'éteignirent sous les ponts, les hommes travaillaient dans l'obscurité et l'eau montante, tentant d'étayer les cloisons étanches et de contenir l'inondation à 14h40 après un autre coup direct de torpille. Le Yorktown était si gravement endommagé que l'amiral Fletcher n'eut d'autre choix que d'ordonner l'abandon du navire. L'équipage passa par-dessus bord de manière ordonnée, glissant le long de cordes jusque dans l'eau couverte de pétrole, où il fut recueilli par les destroyers d'escorte. Fletcher confia le commandement de l'ensemble des forces américaines à l'amiral Spruance, commandant de la Task Force 6. La perte du Yorktown fut un coup dur. C'était un navire valeureux, endommagé lors de la bataille de la mer de Corail un mois plus tôt et rafistolé en un temps remarquable de 72 heures à Pearl Harbor, spécialement pour cette bataille. Les travaux de réparation avaient été tout simplement miraculeux lorsqu'il avait regagné Pearl Harbor en boitant. L'estimation initiale prévoyait 90 jours de réparation. Nimitz accorda aux ouvriers du chantier 3 jours de travail en continu, par équipe se relayant sans interruption. Les équipes du chantier soudèrent des plaques d'acier sur les brèches béantes de sa coque, réparèrent son pont d'envol, remirent en état ses chaudières et le renvoyèrent en mer à temps pour Midway, un acte d'héroïsme industriel, à la hauteur de la bravoure des pilotes et des marins qui livrèrent la bataille elle-même. Son équipage l'avait ramené à l'état de combat par pure détermination et compétence. À présent, il gisait immobile, gité et en flammes, abandonné par les hommes qui s'étaient battus si durement pour le sauver. Mais la bataille n'était pas terminée. Spruance disposait encore de 2 porte-avions et le Hiryu était toujours à flot, à 17 heures. Spruance lança ses appareils depuis le Hornet et l'Enterprise. Leur mission était claire, trouver et détruire le Hiryu. Les pilotes américains le trouvèrent encore opérationnel, lançant toujours des avions, combattant toujours, mais il ne pouvait échapper à ce qui arrivait. 4 coups directs embrasèrent ses ponts, la même scène qui avait consumé l'Akagi
le Kaga et le Soryu, se répéta à bord du Hiryu. Les bombes atteignirent les appareils ravitaillés, les munitions stockées, l'essence d'aviation. Les incendies se propagèrent à une vitesse terrifiante. En quelques minutes, le Hiryu fut irrémédiablement hors de combat, brûlant de la proue à la poupe, son équipage menant un combat perdu d'avance contre des feux incontrôlables. Le dernier des 4 porte-avions de Nagumo était en train de mourir. La force de frappe japonaise, qui avait terrorisé le Pacifique pendant 6 mois, qui avait semé la destruction à Pearl Harbor et conquis un empire, avait été anéantie en une seule journée, tandis que les équipages américains à bord du Hornet et de l'Enterprise préparaient leurs appareils pour la bataille du lendemain, vérifiant les moteurs, chargeant les munitions. Les porte-avions japonais, Soryu et Kaga, glissèrent sous les vagues et sombrèrent au fond de l'océan Pacifique, emportant avec eux des centaines de membres d'équipage dans une tombe à 3000 de profondeur. Pour les marins américains, cette nuit-là fut une nuit de tension épuisante. Ils avaient remporté une victoire extraordinaire, mais ils savaient que la bataille n'était pas terminée. Quelque part, dans l'obscurité, le reste de la flotte de Yamamoto, ses cuirassés, ses croiseurs, ses destroyers, ses transports, étaient toujours en liberté. Les Japonais conservaient une supériorité écrasante en navires de surface. Si Yamamoto choisissait d'avancer avec ses cuirassés, les 2 porte-avions américains pourraient se trouver en grave danger. Spruance, toujours prudent, déplaça sa flotte vers l'est pendant la nuit, mettant de la distance entre lui et toute éventuelle attaque de surface japonaise. C'était une décision que certains critiqueraient plus tard, mais que la plupart reconnaîtraient comme prudente. Spruance avait remporté la bataille des porte-avions. Il n'allait pas risquer de perdre ses précieux porte-avions dans un combat de nuit contre des cuirassés japonais. Alors que l'aube se levait le matin du 5 juin, des nouvelles parvinrent à la flotte américaine que le Hiryu, brûlant encore comme une torche à l'horizon, coulait rapidement. Son équipage avait combattu toute la nuit pour le sauver, mais les incendies étaient trop violents et les dégâts trop importants. Bref. Peu après, les rapports confirmèrent que le dernier porte-avions restant, l'Akagi, avait connu le même sort que les 3 autres. Le grand navire qui avait mené l'attaque contre Pearl Harbor avait disparu, englouti par le Pacifique. Il avait autrefois dominé. 4 des meilleurs porte-avions du Japon avaient sombré. L'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, le cœur et l'âme de la puissance de frappe de la marine impériale japonaise, reposaient au fond de l'océan, à des milliers de brasses de profondeur, leurs avions, leurs munitions et des centaines de membres d'équipage ensevelis avec eux. Le 6 juin, Yamamoto donna l'ordre d'une retraite générale. Le grand amiral se repliait. La flotte japonaise, qui avait quitté ses eaux avec tant de confiance et une supériorité écrasante, faisait route vers le pays en état de défaite. Pour Yamamoto, ce fut un moment de profonde détresse personnelle. Il avait mis en jeu sa réputation et sa flotte dans cette opération. Il avait promis à son empereur que Midway serait la bataille décisive qui forcerait les Américains à négocier. Au lieu de cela, il avait perdu le cœur de sa puissance de frappe en un seul après-midi catastrophique. Les 4 porte-avions qui gisaient désormais au fond de l'océan avaient nécessité des années de construction et la formation d'une génération de pilotes. Ils ne pouvaient pas être rapidement remplacés, et Yamamoto savait mieux que la plupart de ses compatriotes ce que cela signifiait pour l'avenir de la guerre. Il avait étudié à Harvard. Il avait servi comme attaché naval à Washington. Il comprenait la puissance industrielle des États-Unis et il savait que, dans une guerre longue, le Japon ne pouvait pas gagner. Midway avait été son pari pour mettre fin rapidement à la guerre à des conditions favorables. Ce pari avait échoué, mais même en retraite, il y eut un dernier coup. Des avions américains attaquèrent 2 croiseurs japonais pendant le repli, en coulant un et en endommageant gravement l'autre. Les pertes japonaises continuaient de s'alourdir, même dans la fuite. Au matin du 7 juin, les équipes de contrôle des avaries remontèrent à bord du Yorktown dans une tentative de le sauver. Le grand porte-avions flottait encore, fortement gité, mais refusant obstinément de couler. Pendant des heures, les équipes de sauvetage travaillèrent à le stabiliser, pompant l'eau, étayant les cloisons, espérant contre toute attente pouvoir le remorquer jusqu'à Pearl Harbor. Mais peu après, un sous-marin japonais le trouva. Des torpilles frappèrent la coque du porte-avions déjà meurtri, et cette fois, il n'y eut pas de salut. Le Yorktown chavira et coula, prenant place aux côtés des porte-avions japonais au fond du Pacifique. Il avait bien servi son pays, combattant jusqu'au bout. Le destroyer Amman, qui se trouvait à ses côtés pour aider aux opérations de sauvetage, fut également touché et coula en quelques minutes. S'ajoutant au bilan des dernières heures de la bataille, lorsque le Yorktown disparut finalement sous les flots le matin du 7, les hommes de son équipage, regardant depuis les ponts des destroyers environnants, se tinrent en silence. Beaucoup pleuraient. Elle avait été leur foyer, leur forteresse flottante, le navire qui les avait portés à travers la mer de Corail et lors de la plus grande bataille navale de la guerre. La voir disparaître
c'était comme voir une partie d'eux-mêmes sombrer dans le Pacifique. Les États-Unis avaient détruit la principale force de frappe japonaise, 4 porte-avions et un croiseur lourd, 322 appareils et presque 5000 hommes et officiers. C'était une perte dont la marine japonaise ne se remettrait jamais. Les porte-avions pouvaient être remplacés avec le temps, mais les pilotes expérimentés et les équipages aériens qui avaient sombré avec eux ne le pouvaient pas. Des années d'entraînement, des milliers d'heures de vol, l'habileté et le savoir accumulé des meilleurs aviateurs navals du monde, tout cela avait disparu, englouti au fond du Pacifique en un seul après-midi. La flotte américaine du Pacifique, loin d'avoir été détruite comme Yamamoto l'avait promis, avait remporté une victoire remarquable. Et de plus, comme cela arrive si souvent dans l'histoire militaire, ils avaient gagné contre un ennemi largement supérieur en nombre. Lorsque les historiens se penchèrent sur la bataille de Midway, ils identifièrent un ensemble de facteurs ayant déterminé l'issue. L'effort japonais fut compromis par une mauvaise stratégie, des erreurs tactiques et la malchance. Le plan de Yamamoto, malgré toute sa complexité, était fatalement vicié. Il avait divisé ses forces, dispersant sa vaste armada en plusieurs groupes répartis sur des milliers de kilomètres d'océan. Son attaque de diversion contre les Aléoutiennes détourna des porte-avions et des avions qui auraient pu faire une différence décisive à Midway, et son hypothèse selon laquelle les Américains seraient pris par surprise, le fondement même de tout son plan, était erroné dès le départ. L'indécision de Nagumo au moment critique, l'hésitation angoissante entre réarmer ses appareils pour une seconde frappe sur Midway ou attaquer la flotte américaine, lui coûta la bataille. S'il avait pris une décision plus rapide, si l'avion de reconnaissance n'avait pas eu 30 minutes de retard, si l'une des dizaines de variables avait été légèrement différente, l'issue aurait pu être inversée. La guerre est une tapisserie tissée de tels fils du hasard. Du côté américain, la victoire reposait sur un excellent renseignement, une organisation aéronavale remarquable, un commandement tactique de tout premier ordre, et surtout, une grande part de chance. Les décrypteurs qui lisaient les signaux de Yamamoto donnèrent à Nimitz le don le plus précieux qu'un commandant puisse recevoir, la connaissance préalable des intentions de l'ennemi. Sans ce renseignement, Nimitz aurait combattu à l'aveugle, et les 3 porte-avions américains auraient presque certainement été pris dans une situation catastrophiquement désavantageuse. La décision de McCluskey de continuer à chercher vers l'ouest, au lieu de faire demi-tour, sa détection du sillage du destroyer isolé, le moment de son arrivée au-dessus des porte-avions japonais, précisément lorsque les héros étaient au ras de la mer, et que les ponts étaient encombrés d'appareils ravitaillés en carburant. Autant d'éléments de fortune qu'aucune planification n'aurait pu garantir. Les Américains étaient compétents et ils étaient courageux, mais ils eurent aussi de la chance. Et à Midway, la chance arriva exactement au bon moment. Le coup pour les Américains fut important, mais supportable. Ils avaient perdu un porte-avions, le vaillant Yorktown, 137 avions et 307 hommes. Ces pertes étaient réelles et douloureuses, mais la portée stratégique de la victoire était incalculable. Les Américains avaient renversé le cours de la guerre dans le Pacifique en une seule journée, l'avance japonaise, apparemment irrésistible, avait été stoppée. Désormais, le Japon ne serait plus en mesure de risquer une grande bataille de flotte contre flotte. À partir de ce moment, les Japonais passèrent sur la défensive. Avant Midway, le Japon était l'agresseur, choisissant quand et où frapper, maintenant les Alliés en déséquilibre et réagissant à chaque nouvelle attaque. Après Midway, les rôles furent inversés. Ce serait l'Amérique qui choisirait les cibles, l'Amérique qui donnerait le rythme, l'Amérique qui progresserait d'île en île à travers le Pacifique vers la patrie japonaise, Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima, Okinawa, la longue et sanglante route qui mena à la reddition sur le pont de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo en août 1945, tout commença à Midway. Au Japon, le gouvernement dissimula l'ampleur du désastre à sa propre population. Les marins survivants furent isolés, empêchés de parler de ce qui s'était passé, transférés vers des affectations lointaines, où ils ne pouvaient pas répandre la nouvelle de la défaite. Les journaux annoncèrent une grande victoire, mais au sein même de la marine japonaise, la vérité était connue, et cette connaissance était dévastatrice. L'aura d'invincibilité qui avait porté la flotte de Pearl Harbor jusqu'à l'océan Indien avait été brisée en un seul après-midi par un ennemi censé être démoralisé et anéanti. Les grands cuirassés Dreadnoughts et les super cuirassés qui avaient fait la fierté de toutes les marines du monde étaient désormais obsolètes, rendus hors de propos, par des avions capables de frapper à des centaines de kilomètres. L'avenir de la puissance navale se trouvait sur les ponts d'envol, des porte-avions, et Midway avait démontré ce fait au-delà de toute possibilité de doute. Mais peu être que l'aspect le plus remarquable de Midway fut l'élément humain. La bataille fut gagnée par des hommes qui savaient que les chances étaient contre eux, attaquèrent quand même par des pilotes, de bombardiers torpilleurs qui volèrent vers un mur de zéro, sachant qu'ils ne survivraient probablement pas, par de simples marins
qui tenaient leur poste de combat dans les entrailles de leurs navires et attendaient les explosions qu'ils pouvaient entendre mais ne pouvaient pas voir. Ce sont ces hommes qui remportèrent la bataille de Midway, non par un nombre supérieur, non par une technologie supérieure, mais par l'intelligence, le courage, le sacrifice et une part extraordinaire de chance. Ils renversèrent le cours de la plus grande guerre navale, l'histoire, et ce faisant, ils aidèrent à déterminer le destin du Pacifique et du monde. Les eaux, au-dessus des porte-avions engloutis, sont calmes maintenant. Le Pacifique, qui fut jadis un théâtre de feu, d'acier et de bravoure désespérée, est retourné à son silence ancien. En 2019, une expédition de recherche dirigée par l'explorateur des grands fonds, Robert Ballard, a localisé l'épave du Kaga. À 3000, sous la surface, le grand porte-avions repose droit sur le fond de l'océan. Son pont d'envol est encore reconnaissable, un monument silencieux à la bataille qui s'est déroulée au-dessus de lui. Mais le véritable monument à Midway n'est pas fait d'acier. Il est fait de mémoire, la mémoire des pilotes de bombardiers torpilleurs qui ont volé en sachant qu'ils allaient à la mort, d'un commandant de bombardier en piqué qui a fait confiance à son instinct plutôt qu'à sa jauge de carburant, d'un amiral qui a tout misé sur 3 porte-avions et les hommes qui les ont servis, des décrypteurs qui travaillaient dans un sous-sol et ont changé le monde. Leur histoire perdure parce qu'elle nous rappelle que l'issue de l'histoire n'est jamais prédéterminée, que le courage peut triompher de l'adversité, que l'intelligence peut vaincre la force et que les actions de quelques hommes courageux, en quelques heures critiques, sur quelques milles carrés d'océan, peuvent changer le cours du monde. La bataille de Midway, les 4, 5, 6 et 7 juin 1942, la bataille qui a renversé le cours de la guerre.